Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par l'intimité des personnes hautement sensibles. Je m'appelle Sophie, je suis coach certifiée, thérapeute de couple, sexologue et auteure de 4 livres, dont le livre Hypersensible mode d'emploi que vous retrouverez sur mon site dubonheurembarre.com et dans toutes les librairies. J'accompagne les personnes sensibles, mais pas que, adultes, ados et enfants qui veulent comprendre leurs émotions et leur mode d'emploi, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles et trouver leur place dans leur vie professionnelle. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener une fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en Barre sur Instagram, Pinterest ou sur le blog. Je vous partage régulièrement des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de l'épisode sur les conflits. Aujourd'hui, on va parler de comment résoudre un conflit. On va vraiment aller voir plein de manières de désamorcer une situation qui part en conflit. Ensuite, j'ai envie de vous parler des langages de réconciliation. Vous verrez, c'est proche des langages de l'amour, mais complètement différent aussi en même temps. Et puis, on verra dans un troisième temps comment comprendre d'où vient le désaccord. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de tout ça aujourd'hui. J'espère déjà que l'épisode précédent a pu vous aider à comprendre l'intérêt d'avoir des disputes, à transformer votre manière de communiquer aussi, et à essayer de repérer un peu les 4 cavaliers de l'Apocalypse, à repérer aussi si vous aviez un problème de communication, ou plutôt de consensus, ou plutôt d'interprétation, ou plutôt de contenu. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur cet épisode sur les conflits, et j'espère que l'épisode du jour vous apportera plein de nouvelles connaissances et de nouveaux outils pour mieux vous disputer. Dans toutes les relations amoureuses, autant celles qui vont bien que celles qui vont moins bien, on peut vivre des désaccords. On peut vivre des désaccords qui vont mener à des disputes. Et ce qui compte vraiment dans un couple, c'est pas tant les désaccords qu'il y a, c'est plutôt la manière dont les deux partenaires vont arriver à communiquer et à se réconcilier après une dispute. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire cet épisode pour vous aider à la fois à mieux vivre le conflit, à mieux vous disputer et à être capable de renouer justement les liens après une période de tension. Donc déjà, quand on est dans le conflit, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça monte dans les tours et pour éviter justement l'escalade des 4 cavaliers de l'Apocalypse où on surenchérit sur ce que dit l'autre, il nous critique, on le critique encore plus fort. Au final, ça va partir en surenchère en fait de choses méchantes qu'on va regretter forcément après. L'idée, c'est vraiment qu'à tout moment du conflit, bien sûr le plus tôt possible, c'est le mieux, mais c'est que vous ayez des clés pour désamorcer la situation. Et pour ça, vraiment, vous allez voir qu'il y a plusieurs petites stratégies qui peuvent être efficaces pour apaiser tout ça. Bon, déjà, il y a l'humour. L'humour, quand vous êtes en train de vous disputer, s'il y en a un qui se sent de faire une petite blague, alors parfois ça peut faire l'effet inverse, mais vraiment parfois ça peut détendre la tension, et une blague bien placée, je trouve que ça peut permettre aux partenaires de prendre du recul, retrouver aussi une complicité. Si l'humour est un point fort de votre couple, n'hésitez pas à vous en servir à ce moment-là. Si vous êtes plutôt des personnes empathiques, n'hésitez pas pendant le conflit à chercher à comprendre les besoins de l'autre. Les besoins qui sont pas forcément exprimés ou qui sont exprimés sous forme de critique, donc très 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 cachés, mais essayez de vous concentrer sur ces besoins pour justement trouver des solutions qui vont être satisfaisantes pour les deux. Une autre manière aussi de désamorcer le conflit, et je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est d'arriver à prendre sa part de responsabilité.
d'arriver à s'excuser, à assumer, ok, là, pour le coup, ça c'est de ma part de responsabilité. Et ça permet vraiment d'apaiser le conflit en reconnaissant ses erreurs et en exprimant, si on en a envie, des regrets qui sont sincères pour pacifier la situation. J'aime bien aussi proposer aux couples que j'accompagne de choisir, alors ça peut être le mot stop ou ça peut être de choisir un mot qui convient aux deux partenaires, mais de choisir un mot en amont d'une dispute, bien sûr, qui pourront se resservir dès qu'ils veulent en fait mettre fin à la discussion temporairement. Donc par exemple, vous êtes en plein conflit, votre partenaire ou vous-même utilisez le mot stop ou votre mot à vous, et là par contre quand on utilise le mot stop, ça veut vraiment dire que on arrête de parler. Ça veut vraiment dire que stop, la discussion s'arrête, chacun fait ce qu'il veut, mais plus personne n'est en communication avec l'autre. Il y a des couples qui ont besoin de mettre deux mots, de mettre un mot, par exemple le premier c'est stop, et l'autre ça sera un mot plus fort qui dira non mais là c'est vraiment on arrête tout. Donc voilà, si vous avez besoin de le faire en deux niveaux, faites-le. Moi personnellement j'utilise le stop qui me suffit très bien. Parce que oui, les thérapeutes de couple arrivent aussi à se disputer et à être en désaccord dans leur couple. Souvent aussi, si vous sentez que vous êtes dans un conflit et que justement l'escalade augmente, à tout moment vous pouvez dire OK, en fait, c'est quoi l'objectif initial de cette dispute ou c'était quoi le sujet premier à cette dispute? Et là vous revenez au début de la situation, au début de la dispute pour enlever un peu toute la charge émotionnelle qui s'est accumulée et là vous essayez de trouver des solutions pour revenir vraiment au point de départ. À tout moment, vous pouvez aussi changer de lieu, non pas pour augmenter la dispute, mais plutôt pour apaiser les tensions. Vous êtes dans une dispute chez vous dans la cuisine, continuez la discussion dans la rue. Déjà, vous vous disputerez plus du tout de la même façon. En marchant, ça peut être aussi très aidant. Vous pouvez aussi changer de ton de voix, parler beaucoup plus doucement. Vous êtes dans le conflit, vous parlez fort, vous parlez vite. Hop, on redescend le ton de sa voix. Vous pouvez même chuchoter si vous en avez envie. Mais forcément, en calmant le volume sonore, ça peut aussi calmer le conflit. Pour les personnes qui y arrivent, vous pouvez aussi vous faire un câlin. Personnellement, je suis incapable de faire un câlin pendant un conflit. Mais pour les personnes pour qui le langage de l'amour, du toucher est important, ça peut être une technique qui va vous permettre de relâcher la pression ensemble et de réduire justement la tension à la fois dans votre corps et la tension aussi dans votre couple. Si vous choisissez de vous faire un câlin, n'hésitez pas à respirer ensemble, justement, pour vous recaler sur un rythme qui vous convient à tous les deux. Et une dernière technique que j'ai envie de vous proposer, c'est de poser vos limites. En fait, c'est hyper important de reconnaître vos propres limites et si vous vous sentez submergé par l'émotion, si vous sentez que le conflit part trop loin, à tout moment, vous pouvez le stopper, à tout moment, vous pouvez partir pour vous isoler, alors vous isoler, je vous dis pas forcément de vous enfermer dans une pièce, mais en tout cas pour vous éloigner de la personne avec qui vous êtes en conflit. C'est vraiment important de reconnaître à un moment donné son incapacité à penser clairement. Moi, je sais que dans ces moments-là, je vois bien que je raisonne plus normalement, que j'arrive plus à être rationnelle et du coup, j'ai besoin de temporiser, de me retrouver déjà moi, de digérer un peu tout ce qui a pu se passer, de prendre du recul et de chercher moi des solutions pour pouvoir revenir après auprès de mon partenaire. Maintenant, je vais vous projeter après la dispute. Après la dispute, c'est important de prendre le temps de se réconcilier. Je remarque aussi que s'excuser après une dispute, ça peut vraiment changer la donne. Bien sûr, si les excuses sont sincères. Et je ne sais pas si vous connaissez Gary Chapman, qui est conseiller conjugal et qui a écrit le livre Les 5 langages de l'amour, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode Comment s'aimer soi-même. Mais Gary Chapman a aussi écrit un livre sur les langages de réconciliation, que je trouve vraiment très intéressant. En fait, ce qu'il explique, c'est que pour certaines personnes, simplement dire excuse-moi, ça va pas suffire pour réparer la relation après le conflit. Peut-être que la personne, elle attendait d'autres mots qui le rassureraient. Et en fait, c'est comme pour les langages de l'amour. Si on parle pas le même langage de l'autre, on va pas se comprendre. Donc il y a un langage de l'amour. Enfin, il y a des langages de l'amour, il y en a même 5, qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité,
les cadeaux, les attentions, les services rendus et tout ce qui va être touché physique. Mais il y a aussi des langages d'excuses et on va chacun être plus sensible à l'un ou à l'autre des langages. Donc l'idée, c'est de connaître le sien, bien sûr que c'est important, mais c'est aussi de connaître celui de son partenaire. Et donc pour ça, je vais vraiment vous les expliquer tous les uns après les autres pour que vous puissiez un peu vous identifier. Le premier langage, ça va vraiment être d'exprimer des regrets. Par exemple, je suis désolée d'avoir fait ça. Je suis désolée. C'est 3 petits mots qui peuvent paraître insignifiants, mais qui sont pourtant très cruciaux, je trouve, pour restaurer la confiance et la bienveillance dans une relation quand celle-ci, elle a été abîmée. Il y a des personnes qui ont du mal à s'excuser, mais pour le partenaire, ça peut vraiment faire une différence si l'autre ne s'excuse pas. Par contre, comme je disais tout à l'heure, si vous vous excusez, vraiment faites-le de manière sincère. Je vous invite plutôt à éviter de dire juste désolé. En fait, vos excuses, elles seront beaucoup plus efficaces si vous les contextualisez. Par exemple, je suis désolée d'être arrivée en retard à notre rendez-vous, mais je vous invite encore plus à énumérer un peu les conséquences de votre retard pour la personne. Là, vous serez au top. Du coup, vous pourriez dire, je suis désolée d'être arrivée en retard à notre rendez-vous. Je sais que tu t'es dépêchée de partir à l'heure du travail. Je sais que tu as tout fait pour être à l'heure de notre rendez-vous et que ça t'a obligé à te dépêcher de partir du travail alors que tu m'as attendu plus de 30 minutes. Et vraiment, je m'en excuse. Si vous dites ça, ça montre que vous reconnaissez votre faute, que vous ne cherchez ni à la justifier, ni à la minimiser, et qu'en plus, vous prenez en considération votre partenaire en reconnaissant l'impact que votre retard a eu. Ça peut paraître bisounours de parler comme ça, mais vraiment, je vous invite à essayer de le faire. Vous verrez ce que ça va changer dans votre relation. Quand vous vous excusez, je vous invite à éviter le mais. Si vous dites « je m'excuse d'être arrivé en retard », mais clairement toi aussi ça t'arrive d'être en retard, là vous rajoutez un reproche à votre excuse. Et du coup, on repart dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse qu'on a vu dans l'épisode d'avant. Donc ça va forcément être perçu comme une attaque pour votre partenaire et du coup, annuler complètement l'effet de votre excuse. Parce que vous lui renvoyez la faute dessus et donc là, vous allez repartir dans un conflit. Donc vraiment, quand vous vous excusez, ne mettez pas le mais derrière. Un des deuxièmes langages d'excuses, et on en a déjà beaucoup parlé à la fois dans cet épisode et dans celui d'avant, c'est celui où vous allez reconnaître votre responsabilité. Justement en disant quelque chose du type j'ai conscience de mon comportement et je m'en excuse. Il y a certaines personnes qui ont besoin de voir que leurs partenaires prennent leur part de responsabilité quand ils s'excusent. Et en fait, reconnaître vos torts, ça va vraiment démontrer à la fois votre maturité émotionnelle, mais aussi ça va démontrer que vous avez vraiment envie de retrouver la confiance de votre partenaire. Et du coup, dans ce cas-là, vous pouvez formuler des excuses qui vont être du genre je m'excuse d'avoir réagi de façon excessive, j'aurais vraiment dû garder mon calme et t'écouter plutôt que de m'emporter. Je suis vraiment désolée. Ça peut aussi être du je m'excuse de ne pas t'avoir soutenu comme je l'aurais dû. Je sais que tu traversais une période difficile et j'aurais dû être là pour toi. J'admets que j'ai été égoïste en pensant d'abord à mes problèmes. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir assez été présente pour toi. En fait, en prenant clairement votre part de responsabilité, et vous allez renforcer la compréhension de votre partenaire et vous allez renforcer par la même occasion le lien de confiance. Donc, si vous savez que c'est important pour votre partenaire de reconnaître votre responsabilité, faites-le. Encore une fois, de manière le plus sincère possible. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de voir que l'autre personne va chercher à réparer ce qu'elle a fait. Donc ça peut donner des excuses du type « je suis désolée, que puis-je faire pour arranger les choses ?» par exemple. C'est un peu les personnes qui sont adeptes du je crois que ce que je vois », comme saint Thomas. Donc elles ont besoin de voir que vous êtes vraiment, vraiment désolé. Dans ce cas-là, agissez. Organisez quelque chose de spécial, écrivez une lettre sincère, préparez un gâteau. Montrez-lui en fait vos efforts en exprimant votre regret. Et moi je vous dis pas de faire des choses pour faire des choses, vraiment hésitez surtout pas à demander à la personne blessée ce qu'elle aurait besoin pour que vous puissiez réparer votre erreur. Ça sert à rien de vous épuiser à chercher toutes les solutions pour vous faire pardonner. Essayez de répondre à ses besoins, bien sûr si vous en avez envie aussi. Le 4e langage d'excuse, c'est le langage où on va un peu se repentir. Ça peut donner une phrase du type « Je suis sincèrement désolée d'avoir fait ça, je ne recommencerai plus ».
Là, du coup, les personnes qui parlent ce langage de la réconciliation, elles ont vraiment besoin d'être convaincues à la fois de votre sincérité, mais aussi que la faute ne se reproduira pas. Et ça, du coup, c'est important que vous leur fassiez comprendre, en fait. Bien évidemment, si vous dites « je ne recommencerai plus », ne recommencez plus, pour de vrai. Parce que sinon, ça va recréer un conflit et il va falloir que vous refassiez des excuses. Et le dernier langage d'excuses, c'est le langage où on va demander pardon. Je suis désolée d'avoir fait ça. M'accordes-tu ton pardon? S'excuser, être désolé et demander le pardon sont vraiment deux choses différentes. Et pour certains d'entre nous, le fait qu'on leur demande pardon, c'est extrêmement important. Donc en plus de présenter vos excuses, en demandant pardon, vous montrez vos regrets. Vous montrez que vous avez réfléchi aussi à votre acte et vous demandez à l'autre de réfléchir s'il est capable ou non de vous pardonner, s'il a envie ou non de vous pardonner. Et là, pour cette personne, ce sera vraiment un processus interne qu'elle pourra faire toute seule. C'est elle qui vous dira, oui, je t'accorde mon pardon, oui, je suis capable de te pardonner ou pas. Et donc, une fois que vous lui avez demandé si elle vous accordait son pardon, laissez-lui vraiment le temps dont elle a besoin pour que la personne puisse prendre sa décision. C'est une étape qui peut demander du temps. Donc voilà pour les 5 langages de réconciliation. Donc, je les répète. Exprimer des regrets en disant par exemple je suis désolée d'avoir fait ça. Reconnaître sa responsabilité. J'ai conscience de mon comportement et je m'en excuse. Le troisième, c'est de vouloir réparer. Je suis désolée. Que puis-je faire pour arranger les choses? Le quatrième, c'est le repentir. Je suis sincèrement désolée d'avoir fait ça. Je ne recommencerai plus. Et le cinquième, c'est demander pardon. Je suis désolée d'avoir agi ainsi. M'accordes-tu ton pardon? Et là, vous laissez le temps. Et une fois les excuses faites et acceptées, je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre les raisons derrière la dispute si vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent. Donc à ce moment-là, prenez vraiment le temps de vous écouter chacun, de donner un temps de parole à chaque partenaire. Vous pouvez même mettre un timer pour que chaque partenaire ait le même temps, si c'est important pour vous. Et d'échanger de manière constructive, en évitant bien sûr les accusations, en évitant bien sûr de ressortir les 4 cavaliers de l'Apocalypse, que vous connaissez par cœur maintenant, et en vous concentrant beaucoup plus sur la résolution du problème. Et pour ça, c'est possible que vous ayez besoin de couper la discussion si vous sentez que celle-ci repart dans une dispute. En fait, dans ce cas-là, vous la reportez. Et s'il y a besoin, vous faites ce report plusieurs fois. C'est ok que certains sujets soient complexes et qu'on puisse pas les régler en une fois. Et dans ce cas-là, mieux vaut ne pas le régler tout de suite plutôt que d'essayer de le régler et d'y passer une soirée entière alors qu'il n'y a plus rien de productif. Je sais que trouver un accord commun, ça implique parfois des compromis. Moi, je vous invite plutôt à faire des ajustements plus que des sacrifices. Si vous êtes dans un sacrifice et que ça vous coûte, ça risque d'être vraiment difficile à tenir ce sacrifice sur le long terme. Le mieux dans ces cas-là, c'est bien sûr de communiquer de manière ouverte, de manière honnête, de manière authentique. Tout ça, ça vous permettra vraiment de pouvoir conserver un terrain de confiance dans votre relation. Et je tiens vraiment à préciser de nouveau que 69% des conflits sont insolubles, donc peut-être que vous avez vécu une dispute pour laquelle il n'y a pas de solution au problème. Dans ce cas, essayez plutôt de vous mettre d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. C'est possible et c'est ok. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout dans un couple. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et que ce ne soient pas des sujets qui soient fondamentaux pour l'équilibre de votre relation, eh bien vous acceptez de ne pas être d'accord et de ne pas en parler toutes les 5 minutes. Pour conclure, je dirais que bien se disputer, ça s'apprend, et que se réconcilier, ça demande aussi de la patience et de l'empathie. Et ça demande une envie sincère des deux côtés de se réconcilier et de s'excuser. Si je vous ai présenté les différents langages du pardon, c'est pour que vous puissiez parler encore une fois le langage de l'autre et le langage de votre partenaire. L'idée, c'est pas que ce soit toujours le même partenaire qui s'adapte, c'est que chacun parle de temps en temps le langage de l'autre pour connecter avec l'autre. Et quand vous connaissez le langage d'amour et le langage d'excuse de votre partenaire, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir communiquer avec lui. J'espère que ces 2 épisodes vous auront apporté des clés pour mieux vous disputer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en ajoutant 5 étoiles justement sur l'épisode. Et si vous avez des questions ou envie de me partager des choses, n'hésitez pas à revenir vers moi.
vous m'envoyez un petit mail à sophie@dubonheurembarre.com et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Belle journée! Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurembarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurembarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.